Cette capsule va porter sur les mécanismes réactionnels. Bon, pour comprendre les mécanismes réactionnels, regardons d'abord la réaction de H2 plus 2ICl donne 2HCl plus I2. Donc, on pourrait penser que pour se produire, une molécule de H2 doit entrer en collision avec deux molécules de ICl, car, comme la théorie des collisions le stipule, pour qu'une réaction chimique se produise, les réactifs doivent entrer en collision pour subir une transformation chimique. Or, il serait pratiquement impossible que trois molécules entrent en collision simultanément pour effectuer une transformation chimique. Pourquoi? Pour bien comprendre ça, je vais prendre un exemple sportif. Supposons que vous jouez au basketball, durant une pratique, votre coach vous dit, bon, allez tous sur la ligne du 3 points et à go, tirez votre ballon dans le panier en même temps. Donc, si les 10 joueurs, supposons, tirent leur ballon en même temps, il y en a peut-être qui vont réussir leur panier, d'autres qui ne réussiront pas. Puis ce qui risque d'arriver aussi, c'est que certains ballons entrent en collision dans les airs, rebondissent et aillent dans une autre direction. Or, c'est très probable que deux ballons se cognent, mais c'est pratiquement impossible que trois ballons se cognent exactement en même temps. Exactement en même temps. Qu'est-ce qui pourrait se produire, par contre, c'est que le ballon A entre en collision avec le ballon B, que les ballons soient déviés et qu'ensuite un troisième ballon C entre en collision avec le ballon A ou B, mais suite à la première collision. Donc, avec les molécules, c'est ce qui va se produire. Donc, c'est pratiquement impossible que trois molécules entrent en collision les unes avec les autres en même temps. Donc, la transformation va se produire en plusieurs étapes, et c'est ces plusieurs étapes-là qui vont être le mécanisme réactionnel. Donc, dans la réaction H2 plus 2ICl donne les produits suivants. Les deux étapes, qu'on appelle les étapes élémentaires, vont être dans un premier temps une molécule de H2 qui entre en collision avec une molécule de ICl pour former les produits suivants, et ensuite le HI produit, puis ici on peut remarquer que le HI qui est produit n'est même pas dans l'équation globale de la réaction, donc le HI produit va lui à son tour entrer en collision avec une molécule de ICl pour produire le HCl et le I2. Donc chacune des étapes ici est des étapes élémentaires, donc c'est ce qui se produit réellement en termes d'étapes l'une après l'autre. Puis si on veut arriver à l'équation globale, ce qu'il faut faire, on prend les deux étapes élémentaires et on les additionne l'une avec l'autre, comme c'était des équations mathématiques. Donc c'était des équations mathématiques, les deux ICl ici seraient additionnés ensemble, donc ça donnerait 2 ICl. Le H2 se ramasserait ici. Le HI, comme il se retrouve à gauche et à droite, c'est comme si on pouvait soustraire par HI, donc ils vont s'annuler. Du côté droit, on va avoir 2 HCl, donc les 2 HCl ici. On va avoir du I2, puis on se rend compte que maintenant, cette équation-là, qui est l'addition de ces deux étapes élémentaires-là, correspond exactement à la réaction globale qu'on avait ici. Donc, ce qu'on voit généralement quand on présente des équations chimiques, que ce soit dans un article scientifique ou dans un exercice dans votre manuel, c'est des équations globales, donc ce qui résume la réaction chimique, alors qu'en réalité, souvent les réactions chimiques se produisent en 2, en 3 ou en 4 ou même en plus d'étapes. Donc, il y a généralement plusieurs étapes derrière une transformation chimique. Donc, on représente l'équation globale qui est le résumé de la réaction, et le mécanisme, dans le fond, c'est la présentation de chacune des étapes élémentaires qui constituent l'équation globale. Un petit peu de vocabulaire. Donc, dans un mécanisme réactionnel, quand il y a une espèce chimique comme HI qui apparaît ici, mais qui est nulle part dans l'équation globale de la réaction, on appelle ça un intermédiaire réactionnel. Un intermédiaire parce que cet intermédiaire-là est produit durant la réaction, mais il est aussitôt retransformé en autre chose, de sorte qu'il n'est ni du côté des réactifs, ni du côté des produits. Donc, intermédiaire réactionnel. Si on revient un peu sur ce qu'on vient de dire, donc, généralement, au cours d'une réaction chimique, on a une première molécule qui va entrer en contact avec une deuxième molécule pour faire une transformation chimique. Donc, la molécularité, c'est un terme qu'on utilise pour désigner le nombre de molécules impliquées dans une étape élémentaire. Donc, quand il y a deux molécules impliquées ou deux atomes, on va dire que l'étape va être bimoléculaire. Il va arriver parfois que l'étape va être unimoléculaire, c'est-à-dire qu'une molécule n'aura pas besoin d'entrer en collision avec qui que ce soit pour faire une transformation chimique. Ça peut paraître spécial parce qu'on connaît la théorie des collisions, puis on répète souvent que pour qu'une réaction chimique se produise, il doit y avoir une collision entre deux molécules ou deux atomes, mais parfois, une molécule ou un atome peut réagir ou peut se transformer lui-même sans la présence d'une autre substance. Okay? Un cas typique de ça, c'est n'importe quelle désintégration radioactive. Par exemple, le carbone 14, donc quand on fait la datation carbone 14, donc on sait que cette espèce-là est instable et va se désintégrer lentement en azote 14. Donc cette désintégration-là n'a pas besoin de subir de collision. Donc
le carbone 14 peut se désintégrer par lui-même, il n'y a pas besoin d'entrer en collision. C'est d'ailleurs pour ça que les désintégrations radioactives vont être généralement des réactions d'ordre 1, parce qu'on en reparlera plus tard, mais les étapes élémentaires nécessitant un seul atome vont être d'ordre 1. Lorsqu'on va avoir besoin de 2 atomes ou molécules, ça va être d'ordre 2. Quand on va avoir besoin de 3 atomes ou 3 molécules, on va dire que c'est d'ordre 3. Donc ici, on voit une étape élémentaire qui serait trimoléculaire, c'est-à-dire qui nécessiterait la collision simultanée entre 3 particules ou molécules, mais comme on l'a dit tout à l'heure, ça c'est assez rare parce que les chances ou les probabilités que 3 particules entrent en collision exactement au bon moment sont pratiquement nulles. Donc, pourquoi c'est si intéressant de comprendre les mécanismes réactionnels et les étapes élémentaires? C'est que dans certains cas, ça va nous aider à prédire la loi de vitesse. Donc, on sait que la loi de vitesse dans une équation chimique va être égale à V est égal à K fois, ici on va mettre la concentration de chacun des réactifs et on va mettre des exposants M et N pour l'ordre de réaction. Donc, s'il y avait un réactif, on aurait seulement le A. Si on avait 2 réactifs, on a A et B. Si on avait 3 réactifs, on aurait A, B, C avec chacun de leurs exposants. Et puis, ces ordres de réaction-là, généralement, on ne peut pas les prédire. On peut seulement les déterminer de façon expérimentale avec des données expérimentales en faisant des régressions linéaires, etc., etc. Donc, ce n'est pas des paramètres qu'on peut déterminer en quelques secondes. Sauf si on connaît le mécanisme de la réaction. Pourquoi? Parce que lorsqu'une étape élémentaire est de molécularité de type 1, c'est-à-dire qu'elle est unimoléculaire, l'équation de vitesse va être égale à K fois la concentration de A exposant 1. Évidemment, vu que c'est exposant 1, on ne l'écrira pas. Donc ici, l'ordre de réaction va être 1. Donc quand la molécularité est de 1, l'ordre de réaction est de 1 pour une étape élémentaire. Lorsque la molécularité est d'ordre 2, c'est-à-dire que l'étape nécessite 2 réactifs pour se produire. Puis quand on dit 2 réactifs, ça peut être 2 molécules identiques, par exemple A plus A ou 2 molécules différentes. Dans le premier cas, on va avoir une vitesse qui va être égale à K fois la concentration de A à la 2, puisqu'on a besoin de 2 molécules de A. Ou dans le cas de A plus B, va être égal à V est égal à K fois concentration de A fois concentration de B. Donc ici, ce serait des étapes d'ordre 2. Si on continue comme ça, donc si on a une étape élémentaire de molécularité de type 3, donc d'ordre 3 qui nécessite 3 molécules, la collision entre 3 molécules ou atomes, ce qui est rare, mais ce qui est quand même possible dans certains cas, on aurait une équation de vitesse, une loi de vitesse qui est égale à K fois concentration de A à la 3 ou concentration de A à la 2 fois concentration de B ou concentration de A fois B fois C, tout dépendamment dans laquelle des situations où on se situe. Donc ça, c'est valable pour n'importe quelle étape élémentaire. Maintenant, si on regarde un cas précis, donc supposons l'équation globale NO2 plus CO donne NO plus CO2. Si on vous demandait quelle est la loi de vitesse de cette équation-là, vous devriez répondre V est égal à K fois concentration de NO2, qui est le premier réactif, avec un exposant ici qu'on ne connaît pas, donc j'ai mis un point d'interrogation qui va correspondre à l'ordre de la réaction par rapport à NO2, fois CO, exposant encore une fois un ordre de réaction qu'on ne connaît pas. Donc, il faut faire attention ici, ce n'est pas une étape élémentaire, mais c'est l'équation globale. Donc, il y a peut-être plusieurs étapes qui se cachent derrière cette équation chimique-là. Donc, on ne peut pas directement deviner les valeurs des ordres de réaction qui vont dans l'équation ici. Par contre, si je vous apprends que le mécanisme réactionnel est le suivant, c'est-à-dire que dans une première étape, il y a cette équation-là qui se produit, et dans une deuxième étape, il y a cette équation-là qui se produit. Et qu'en plus, je vous dis que la première étape est lente et la seconde étape est rapide. J'explique dans 2 secondes pourquoi c'est important qu'il y ait une étape lente et une étape rapide. Eh bien, on va pouvoir en déduire les exposants dans la loi de vitesse. Première chose importante à comprendre, c'est que dans un mécanisme réactionnel, lorsqu'il y a plusieurs étapes élémentaires, c'est généralement l'étape lente qui va être l'étape déterminante. Puis l'étape déterminante, c'est elle qui va déterminer quelle est la loi de vitesse globale de la transformation chimique. Pourquoi c'est l'étape lente la plus importante? Alors, quand il y a plusieurs étapes, il y a ce schéma-là qui explique bien la situation. Supposons qu'on fait couler de l'eau au travers de 3 entonnoirs. Supposons qu'on a un petit entonnoir en haut avec un petit tuyau ici, un petit tube, un petit cylindre, puis 2 plus gros entonnoirs. Donc, on voit que comme ce petit entonnoir ici, l'eau coule moins vite. C'est lui qui va dicter la vitesse globale. Donc, la grosseur des 2 autres entonnoirs n'a pas vraiment d'influence. Donc, si lui est petit, que le second soit moyen, gros, très gros, ça ne changera rien. Par contre, si on prend la petite entonnoir et qu'on la met au milieu, donc l'eau va couler rapidement dans le gros entonnoir, lentement dans le petit,
et rapidement dans le troisième. Donc, encore une fois, le premier entonnoir, si on le met un petit peu plus gros, un petit peu plus petit, en autant qu'il est plus gros que le deuxième, ça ne changera pas la vitesse d'écoulement globale. Et vous comprenez le principe. Donc, si le petit entonnoir est à la fin, comme ces deux entonnoirs-là sont plus gros que le petit entonnoir, qu'ils soient moyen gros, très gros ou très très gros, ça n'aura aucune influence sur la vitesse d'écoulement parce que c'est le plus petit entonnoir qui va dicter la vitesse avec laquelle l'eau va tomber en bas. Donc, dans une réaction chimique, c'est un petit peu le même principe. Comme on a une étape rapide et une étape lente, c'est l'étape lente qui va dicter la vitesse globale de la réaction. Mais comme on sait que dans un mécanisme réactionnel, ce sont des étapes élémentaires qui sont, on pourrait dire, les transformations au niveau le plus fondamental possible, bien, tout à l'heure, on a dit que si on a cette étape élémentaire-là, que j'ai appelée V1 ici, donc dans une étape élémentaire, on sait que la vitesse va être égale à une constante de vitesse multipliée par la concentration des réactifs. Donc ici, on a un premier réactif, deuxième réactif identique. Donc, on peut résumer cette équation-là de cette façon-là. Donc, V est égal à K fois concentration de NO2 exposant 2. Donc, comme l'étape lente est la première étape, la vitesse de cette étape élémentaire-là, qui correspond à cette formule-ci, va être équivalente à la vitesse globale de cette réaction-là. Donc, la vitesse globale de cette réaction-là va être équivalente à la vitesse de l'étape lente. Peut-être juste un petit problème que vous voyez. Donc, moi, je vous dis que la vitesse globale de cette équation-là va correspondre à ça. Mais ici, vous voyez bien qu'il y a du CO ici et qu'il n'y en a pas ici. Donc, il est passé où le CO? C'est tout simplement qu'on aurait pu écrire CO ici, mais que lors de la réaction par rapport à CO va être de 0. Et comme on a quelque chose exposant 0, ça donne 1. Ben, on peut tout simplement ne pas l'écrire dans notre équation chimique. Donc, la vitesse globale de la transformation est égale à la vitesse de l'étape lente, qui est K fois concentration de NO2 exposant 2. En résumé, qu'est-ce qu'on a appris dans cette vidéo-là? C'est que généralement, dans une équation globale, on a un mécanisme réactionnel qui se produit en plusieurs étapes, qu'on appelle des étapes élémentaires. Pour chacune de ces étapes élémentaires-là, la loi de vitesse peut être déterminée à l'aide des réactifs qu'on retrouve dans chacune des étapes. Par exemple, pour l'étape 1 ici, la loi de vitesse va être égale à K fois la concentration de chacun des réactifs. Comme c'est deux fois le même réactif, ben c'est deux fois le même composé qu'on met ici, ce qui veut dire que ça va revenir à cette équation-là. Et puis, si on veut trouver la vitesse globale d'une réaction chimique, tout ce qu'on a à faire, c'est trouver la vitesse de l'étape lente d'une transformation, puis ça nous donne notre loi de vitesse.